Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Magali et je suis la directrice opérationnelle de la cantine numérique. Et je vais tenter de vous faire une introduction claire et concise de la série de podcasts que vous vous apprêtez à écouter. Les 24 et 25 novembre dernier, nous avons organisé 2 jours de contenu dédiés à la Tech for Good et au numérique responsable. Nous avons choisi de rediffuser les 4 conférences de l'événement en podcast. Bonne écoute! Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin et merci aussi à ceux qui nous écoutent depuis chez eux sur Zoom. On va effectivement parler ce matin, le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est vers une industrie écologique, plus écologique grâce à la technologie. Et pour cela, je suis accompagnée par 4 invités. D'abord, Sandrine Mollet. Bonjour Sandrine. Vous êtes fondatrice de Divem. Divem, c'est un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé en optimisation industrielle sur la logistique et la supply chain. Et puis, à vos côtés, Arnaud Legrand, fondateur et CEO d'Energency, société basée à Rennes. Vous avez développé un logiciel qui permet aux usines de réduire leurs dépenses énergétiques grâce à l'intelligence artificielle. On verra comment et de combien peuvent-elles réduire leurs dépenses. Et puis, comme une société ne suffisait pas, vous avez décidé aussi de créer Atlantique. Il s'agit d'un groupement de sociétés innovantes qui réunissent services et technologies afin de fournir de nouvelles propositions de valeur de management de l'énergie accessible et interopérable. Voilà pour les présentations pour Arnaud. À vos côtés, Nicolas Pomariega, Energy Manager. Bonjour Nicolas. Energy Manager de Naval Group, groupe industriel français spécialisé dans l'industrie navale de défense et les énergies marines renouvelables. Et puis enfin, Éric Divin, bonjour Éric. Vous travaillez, vous êtes le directeur général de Saulnier Duval, filiale de Vaillant Group, un groupe international spécialisé dans les technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation. Merci à tous les 4 d'être présents ce matin. Quand on évoque l'industrie, eh bien, on pense souvent aux désastres écologiques qu'engendrent les industries. Mais depuis quelques années, les choses évoluent. Effectivement, et puis le Covid en plus est passé par là. Et qui peut imaginer de vivre dans le même monde aujourd'hui que demain? Personne. Nous allons vers une industrie plus verte, que ce soit sur le plan environnemental ou même prédictif. Désormais, pour survivre, les industries doivent évidemment penser à leur impact, intégrer la notion de recyclage de leurs déchets. Justement, là-dedans, quelle est la place de la technologie pour permettre d'aller vers une industrie plus verte? Est-ce un des moyens de tendre justement vers une industrie plus durable, plus sobre, plus respectueuse? Comment les innovations technologiques préparent-elles l'industrie 4.0? Et puis, comment, de leur côté, les industries françaises se mobilisent-elles en faveur d'une industrie plus écologique? Alors, avant de commencer rapidement, je voudrais faire un rapide tour de table. D'abord, Sandrine Mollet, vous êtes donc fondatrice de Divem, contribuez à l'industrie de demain, accompagnez les grands groupes dans leur transformation métier, proposez des solutions durables. Voilà les enjeux clés de votre bureau d'études et d'ingénierie. Expliquez-nous la genèse de Divem et son ambition. Il y a juste là un micro. Sinon, voilà, il faut se désinfecter à chaque fois. Opérationnel, très bien. Eh bien, c'est assez simple. En fait, nous sommes créés il y a 5 ans et sur la base d'un constat qui était que entre 10 et 15% des innovations technologiques se transformaient en résultats. Donc, notre ambition de départ, c'était d'aider à justement optimiser cela. Donc, on avait un positionnement d'aider à concevoir des nouveaux services industriels à partir d'IoT par exemple, de technologie IoT, mais surtout pour répondre à des enjeux métiers. Voilà. On a eu un tournant en 2018. J'ai pris la décision de nous spécialiser sur la supply chain et logistique pour agir effectivement aussi dans la logique du développement durable. Donc, on intervient effectivement aujourd'hui auprès de ces grands groupes. Notre ambition, c'est de poursuivre l'accompagnement. Ce que l'on fait aujourd'hui et notre ADN, c'est une approche terrain. On est une équipe de 5 personnes. J'ai 3 ingénieurs avec moi. Je suis moi-même opérationnelle puisque j'interviens à 40% de mon temps, 2 jours et demi de mon temps sur le terrain
Voilà, je pourrais donner des exemples concrets de projets qu'on est en train de mener. Tout à l'heure. Merci Sandrine. Éric, vous êtes le directeur général de Saunier Duval, filiale de Vaillant Group, je le disais tout à l'heure, et historiquement, le groupe est spécialisé dans la fabrication de chauffage, appareils de confort domestique, mais très tôt, depuis 20 ans, votre groupe est à fond dans les produits d'énergie renouvelable puisque votre groupe a pris le tournant dès 2007-2008. Quel constat avez-vous fait à l'époque ? Enfin, le constat, il a été relativement clair. Dès les débuts des années 2000, on connaissait en fait, pour nous, c'était la chronique d'une mort annoncée. Nous savions qu'avec la raréfaction des énergies fossiles, qui est le cœur de nos métiers aujourd'hui, on consomme principalement du gaz. À un horizon 2050, l'entreprise avait disparu. Donc, le groupe a pris conscience en fait de cet enjeu et on a commencé à réfléchir à ce qu'on appelle notre transition énergétique. Donc, dès 2005, on a commencé à regarder quels étaient les produits qui pourraient utiliser des énergies renouvelables. Et effectivement, en 2008, on a commencé à mettre en place dans nos différentes usines. On a 9 usines dans le monde, hein, donc on est présent dans 60 pays en termes de commercialisation. On a commencé à développer et à fabriquer des produits qui utilisent des énergies renouvelables. Donc, ça a été l'apparition pour nous de production de panneaux solaires thermiques qui produisent de l'eau chaude. Et puis, tout de suite derrière, les pompes à chaleur. Je dirais l'histoire nous a donné raison puisqu'on voit aujourd'hui un certain nombre de réglementations et puis même, je dirais, un phénomène mondial et global sur la transition énergétique qui vont dans ce sens et qui nous disent que effectivement, à l'horizon 2050, l'ensemble des équipements de confort domestique seront probablement alimentés par l'électricité, par le solaire, et que du coup, notre activité historique du gaz aura disparu. Au-delà des produits, du développement des produits qui s'accélèrent, donc on a des évolutions, des productions qui sont exponentielles. La pompe à chaleur, c'était ces dernières années plus 30, plus 40% tous les ans. Cette année, c'est plus 70%. L'an prochain, ça sera plus 90%. Donc, vous voyez les contraintes industrielles qu'il y a derrière pour fabriquer tous ces produits. Au-delà de ça, il y a aussi l'empreinte carbone de nos établissements industriels. Donc, comme je le disais, on a 9 usines et on s'est dit aussi au niveau du groupe, c'est pas seulement travailler sur les produits, mais c'est aussi travailler sur nos process. Et donc, notre groupe est très, très engagé en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Et on s'est dit qu'il fallait aussi repenser nos processus, repenser ce qu'on appelle nos facilities, donc nos moyens de production, nos usines, pour être beaucoup plus vertueux et pour pouvoir faire face, je dirais, à l'avenir. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Merci pour les process. Merci Eric. Vous aussi, vous êtes côté industriel, Nicolas Popariega. Vous êtes donc pour le groupe Naval. Et expliquez-nous quelle est la philosophie de Naval Group en matière justement écologique. Alors, Naval Group sur le département, c'est le 4e employeur industriel. On a une croissance de plus de 30% depuis 4 ans. Donc, notre demande énergétique ne fait que croître, surtout sur nos sites. On a un site qui fait 20 hectares avec plus de 11 hectares de bâtis industriels et tertiaires. Donc, pour l'instant, on a réussi à maintenir notre consommation énergétique grâce à nos différents plans d'action. Mais on a des nouveaux enjeux qui nous arrivent. Nos enjeux de demain, ils sont finalement, le premier va être de diminuer notre impact sur le milieu en diminuant de 15% notre consommation énergétique. Ça, c'est un engagement finalement que notre direction a pris et va nous mettre les moyens pour y arriver. D'ici combien de temps ? 2024. Donc ça, c'est un engagement qui est assez récent. Donc on avait une première feuille de route qui était tablée de 2016 à 2020. Avec des objectifs sur la diminution du talent énergétique et sur la mise en place de plans d'action. Et maintenant, nous avons un nouvel objectif de 15% sur l'ensemble de notre consommation. Et le deuxième enjeu, qui est très important aussi pour nous, va être de diminuer notre empreinte carbone et d'avoir une meilleure mixité de notre bouquet énergétique. Donc aujourd'hui, on a globalement un équilibre entre la consommation énergétique gaz et élec. Et demain, justement, notre consommation de gaz doit être beaucoup plus faible.
Et on va devoir aller chercher des grands moyens pour réussir à transformer cette source énergétique et en même temps continuer à baisser nos consommations. C'est pour ça vous faites appel exactement à la technologie. Merci, la transition est toute trouvée. Arnaud, donc vous êtes le fondateur et CEO d'Energency. Ça a été créé il y a 7 ans et aujourd'hui vous avez 30 salariés. Votre boîte utilise la technologie, les technologies même logicielles pour réduire l'impact des industries. Energency, c'est quoi? C'est un peu un mixte entre l'humain, parce que l'humain est important, et la technologie? C'est exactement ça. On est éditeur de logiciels, donc on fait effectivement un logiciel basé sur la data science, donc l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Mais on est très lucide sur le fait qu'il y a autant d'intelligence humaine qu'artificielle dans notre technologie et dans notre proposition de valeur. On se rend compte en fait aujourd'hui que les données qui sont disponibles dans les sites industriels sont très nombreuses. Elles sont souvent sous-exploitées. Et c'est un gisement de valeur pour justement aller chercher cette compétitivité qui a été citée notamment par Naval et que beaucoup de groupes industriels aujourd'hui mettent en œuvre. On voit que le sujet de la décarbonation de l'industrie, il est central en ce moment politiquement. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Il y a des incitations pour justement adopter des technologies et des services pour aller sur ce chemin-là. Donc c'est ça la proposition de valeur d'Energency, c'est de transformer les données brutes disponibles dans les usines en nouveaux gisements d'économie d'énergie et de CO2 en utilisant la technologie et puis évidemment un service lié aux produits qu'on fabrique. Mais on entend souvent dire de la part des industries, on n'a pas les capteurs d'énergie, on n'a pas les données, notre site est trop vieux, etc. J'ai pas les moyens. Ces préjugés, est-ce qu'ils sont valables pour vous ou comment les casser? Alors, je pense qu'ils sont forcément à l'origine d'une réalité pour les industriels. Ils en parleront mieux que moi, mais je pense qu'il y a le poids de l'histoire qui est contraignant quand on est un industriel, entre effectivement un cycle qui peut être centenaire pour certains qui frisent vraiment ce genre d'âge. Forcément, les contraintes sont beaucoup plus fortes. Mais quel que soit le site industriel, nous, on arrive toujours à démontrer qu'il y a des gisements accessibles d'économie d'énergie, sur le périmètre de l'usine. Donc ça, c'est quand même interpellant parce que quel que soit le secteur, dans l'agroalimentaire, la chimie, le papier, l'automobile, etc., il y a forcément une logique d'optimisation qui peut se matérialiser et qui n'est pas en concurrence avec la qualité ni la sécurité. Parce qu'évidemment, ces sujets-là sont centraux. C'est important. Il faut fabriquer des produits d'abord en protégeant ses salariés, si on est industriel. Et puis, on ne peut pas changer brutalement une recette de fabrication au nom du CO2 et de l'énergie. Donc, soit on fait des ruptures technologiques dans son mode de fabrication, et je pense qu'ils en parleront mieux que nous, ou soit on se dit, voilà, on peut faire mieux avec l'existant. Donc, c'est un peu la culture du lean management, de l'amélioration continue appliquée à l'énergie. Et aujourd'hui, il y a un bagage réglementaire comme l'ISO 50001 qui consiste à mettre en place un système de management de l'énergie qui est assez incitatif, ou bien on fait des audits énergétiques, mais en tout cas, on rentre dans un schéma aujourd'hui où les données étant disponibles, voilà, aujourd'hui, on n'a pas le choix en tant qu'industriel, il faut aller s'équiper, puisqu'on a des capteurs, il faut les connecter. Il faut, si possible, être en temps réel, parce que vous parliez d'industrie 4.0. En fait, le sujet central, c'est quand même d'être réactif et de plus attendre, par exemple, de consommer avec une facture qui arrive un mois après. C'est plutôt d'anticiper. Donc, vous parlez de prédictif. En fait, on est sur ces sujets-là. Et donner, en fait, ces outils-là aux industriels, ça leur donne effectivement d'autres idées pour mieux concevoir leurs produits, toujours ISO qualité, ISO sécurité. Et en fait, ça donne du pouvoir aux opérateurs qui, du coup, se retrouvent avec des outils sur lesquels ils peuvent eux-mêmes agir pour avoir un impact. Et concrètement, en combien de temps, Arnaud, je peux réduire mon impact carbone, mon coût financier en énergie? Alors, ça dépend. Je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend évidemment je parlais du poids de l'histoire et du contexte. Toutes les usines sont différentes aujourd'hui, même au sein d'un groupe, même au sein d'une filiale. On en parlait tout à l'heure en introduction avec Naval. Il y a le poids de l'histoire, les sites sont différents, ils fabriquent pas les mêmes choses. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est une première démarche d'analyse, d'audit, avec par exemple des jeux de données historiques. On va faire ça à distance, ce qui est très pratique en ce moment, de pouvoir justement faire cette évaluation. Et le but du jeu, c'est de se forger une conviction commune entre le directeur de l'usine, pour faire simple, et nos ingénieurs, sur le gisement accessible et raisonnablement accessible dans l'année, par exemple. Donc l'expérience nous montre que ça va de 5 à 15% accessible
dès la première année, c'est-à-dire qu'on peut envisager un retour sur investissement d'1 an sur des projets comme ça, ce qui est assez rapide. C'est rapide. Oui. Ce qui est assez rapide et sans trop non plus perturber effectivement les projets du site, parce que un directeur industriel ou un directeur d'usine, il gère des projets industriels avec des ressources limitées. Et donc, il faut pouvoir se glisser dans les souliers des contraintes en fait opérationnelles de ces équipes, sans bouleverser non plus leur quotidien. Il faut les aider et non pas leur rajouter des contraintes. Vous aussi, Sandrine, vous collectez les données et vous l'intégrez pour la faire circuler plus facilement. Comment concrètement vous aidez les industries à réduire leur impact? Alors, d'abord, avant de données, donc nous on fait un travail d'abord d'étude de besoins et d'analyse des flux. Donc on analyse d'abord les flux physiques, logiques, et ensuite après effectivement on rentre dans les flux plutôt numériques. Ce qui est important, c'est vraiment d'appréhender les besoins opérationnels métiers et de finalement savoir qu'est-ce qu'on cherche comme type de données. La collecte, elle peut être soit automatisée. Effectivement, vous pouvez mettre en place des systèmes logiciels depuis le RP et développer des API qui permettent effectivement d'automatiser la collecte de données, en tout cas l'extraction des données, de pouvoir la transformer ensuite. Mais finalement, si on pense que 3 données suffisent à pouvoir optimiser derrière un process, voilà, suffit. Oui. Ça peut être suffisant, quoi. Donc, faut pas non plus chercher à vouloir, collecter de la donnée à tout prix, mais je pense qu'il y a un travail en amont qui est vraiment d'identifier ce qui est utile et ce qu'on recherche. Donc, c'est la façon dont nous on travaille, c'est-à-dire qu'avant d'apporter une solution, on a un vrai travail d'abord d'étude des flux. Et en fait, on développe depuis 3 ans une expertise en traçabilité et ingénierie des flux, et ce qui fait notre force et notre différenciation. Et on se rend compte que le nerf de la guerre, c'est du coup la traçabilité. C'est vraiment l'angle sur lequel on travaille, la traçabilité au sens information, à partir de données. Nous, on a un mantra qui est simple. En tout cas, moi, j'ai un mantra qui est simple en tant que femme entrepreneur. C'est quoi? En 3 mots. D'accord. C'est connaître pour agir. Donc, vous évaluez et après vous agissez. Et en tout cas, on accompagne nos clients industriels à mettre en place des solutions. Je dirige un projet actuellement qui va impacter fortement toute la filière maritime et la pêche, puisque je dirige un projet de mise en place d'un système de traçabilité RFID pour les 6 ports des criées de Cornouailles dans le Finistère. Donc c'est 25% de la pêche française. C'est énorme. Oui, c'est un très gros projet et c'est un projet vitrine en France. Et donc là, on va démarrer effectivement l'intégration. Donc nous, on a la partie direction de projet et études. Et effectivement, déjà, on a une approche terrain. Tous nos travaux. Moi, j'étais à 5 heures du matin avec les opérateurs et la criée pour comprendre concrètement comment ça se passe. Tous les postes de pesée, l'arrivée, et c'est passionnant. Et en fait, l'enjeu du système, c'est de pouvoir faire circuler 50 000 bacs réutilisables, bacs et containers réutilisables. Donc là, on est sur la gestion de flux retour, de la reverse et de la gestion de la technologie au service des emballages circulaires. Voilà. Et il y a eu un vrai travail avant de penser solution, qui était d'abord d'analyser vraiment ces flux pour imaginer ensuite les postes de tagging et tous les process de tagging. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique aujourd'hui, mais c'est surtout que derrière, il y a eu une vraie démarche dans le business model qui était de mettre en place un modèle de consignation et de déconsignation. Donc, c'est ça aussi l'impact. C'est la donnée, mais pourquoi faire? Oui, pourquoi l'utiliser? Et quel enjeu? En fait, l'enjeu, c'est qu'il y a 15 000 bacs par an qui se perdent. D'accord. Les jardins ont plein de bacs et même des des acteurs, et ça coûte, ça représente un coût très important, puisqu'en 8 ans ça recoute plus de 1 million d'euros, ce qui est quand même pas rien sur des bacs. Et là, vous pouvez agir aussi bien dans le secteur, vous l'avez dit, maritime, mais aussi dans d'autres secteurs, nautisme ou autre. En fait, votre entreprise peut agir dans tous les secteurs industriels. Oui, en fait. Où il y a des secteurs plus ou moins important. Et en fait, nous, on capitalise quand même, parce que notre objectif, c'est de garder toujours de capitaliser sur nos expériences et sur la supply chain. Et effectivement, on intervient dans le secteur de l'énergie,
pour des groupes comme Enedis, EDF, notamment, et manufacturing. Voilà. Mais on reste, nous, sur nos cœurs plutôt de métier énergie maritime et manufacturing. Alors vous, Nicolas Pomariega, vous êtes client donc d'Arnaud. Pourquoi avoir utilisé son logiciel? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, jusqu'à présent, on utilisait plusieurs leviers qui étaient plutôt standards. Donc, vous parliez de la donnée. Donc, en effet, on a monitoré notre site. Donc, on a installé des compteurs un peu partout. On a commencé à collecter de la donnée. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va pas non plus déployer 2000 compteurs pour avoir la petite pouillette dans le coin. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution. On a déployé nos plans d'investissement. Donc, on installe de la LED sur nos ateliers. On met des systèmes de variation de vitesse. Donc, plein de systèmes finalement. Je pense que Vaillant, le groupe Vaillant fait un peu près la même chose. Est-ce que vous voulez prendre mon micro pour réagir? Effectivement, pour Vaillant, c'est la même chose. Ça commence déjà par une analyse de la donnée. La donnée, elle existe toujours dans l'entreprise. Il suffit de chercher un tout petit peu. Et puis, effectivement, identifier les zones critiques ou les technologies qui sont consommatrices d'énergie. Et c'est assez simple après, je dirais, d'adresser ces points. Mais effectivement, ça, je dirais, c'est exactement la même méthode. En plus, donc on a réalisé un audit énergétique en 2019 avec la société Acajoule, qui a permis justement de nous tracer l'ensemble de notre plan d'action pour diminuer cette empreinte énergétique. Mais on voulait aller plus loin. Et trouver d'autres niches qui n'étaient pas visibles à l'œil nu finalement, et aussi réussir à faire du temps réel, ce que disait Arnaud tout à l'heure. Aujourd'hui, on collecte nos données, on les analyse, et voir certains compteurs ne sont pas raccordés, on les relève manuellement une fois par mois. Donc finalement, on voit des dérives un mois après, mais on n'arrive pas à identifier les causes. Donc quand on s'est rapproché d'Arnaud et d'Energency, l'objet était d'identifier nos facteurs d'influence sur notre signature énergétique, bon, déjà de faire cette signature énergétique, d'identifier nos facteurs d'influence et de nous fournir finalement des équations nous retraçant notre consommation énergétique de façon à ce qu'en temps réel, dès qu'il y aura une dérive, on pourrait identifier cette dérive et tout de suite aller à l'origine du problème et résoudre le souci. Aujourd'hui, on attend un mois, on voit le pic, et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, et on savait pas. Et il faut anticiper, comme vous disiez tout à l'heure, Arnaud. Je reviens vers vous maintenant, Eric. Tout à l'heure, vous parliez des process, comme quoi ça a évolué aussi. Justement, quelles ont été les étapes fortes pour faire évoluer les process? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors donc effectivement, la part des process, elle est relativement importante. Je voudrais aussi citer 3 chiffres. La consommation aujourd'hui des énergies fossiles, c'est lié en fait à trois secteurs. 1, les bâtiments, c'est 41% de la consommation des énergies fossiles aujourd'hui. 2, le transport, 31%. 3, l'industrie, 28%. En tant qu'industriel, nous on est déjà touché par 2 domaines. Les bâtiments, parce qu'on a des bâtiments, et l'industrie. Donc, on est vraiment partie prenante, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien intégrer. Donc, pour faire le parallèle avec Naval Group, nous, on a un site de 11 hectares, et sur les 11 hectares, on a 5 hectares de bâtiments couverts. Donc, on a travaillé évidemment sur les bâtiments. On a énormément réduit nos consommations d'énergie, puisque pour donner un chiffre encore, en 2004, on consommait à peu près 14 gigawattheures sur le site. Cette année, on va consommer 12. On a diminué de moitié notre consommation d'énergie. Dans l'énergie, j'inclus le gaz, l'électricité et l'eau. Donc, les process aussi, ce sont des process qui sont consommateurs d'énergie. Donc, ce qu'on a mis en évidence dans l'analyse dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on avait des process qui étaient énergivores. Un certain nombre de process qu'on ne pouvait plus maintenir. Je vais prendre un exemple. On avait beaucoup de fours
des maillages. Et on s'est dit, on ne peut pas continuer avec ce type d'industrie. Il faut trouver des nouvelles technologies, il faut trouver des nouveaux moyens pour pouvoir s'affranchir de ces process-là. Et puis l'autre point, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est aperçu que ce qu'il fallait avant tout, avant de penser économie d'énergie, il faut penser à éliminer les gaspillages. Et dans l'industrie, il y en a beaucoup. Dans les process, il y a énormément de gaspillage. Et il y a des gaspillages dans les process. Donc on s'est tourné vers une production en juste à temps, à la commande. Donc tous nos produits ils sont fabriqués parce qu'on a le nom d'un client derrière. On fabrique plus sur stock. C'est fini. Donc en fait, on monitore la fabrication du produit, la traçabilité du produit de A à Z. C'est-à-dire que dès le départ, on est capable de dire un composant à la commande chez un fournisseur, ce composant-là, il va aller sur le produit de ce client-là. Et on va tracer le parcours de ce composant tout au long de l'usine. À partir du moment où il va rentrer dans l'usine, en fait, on va suivre la traçabilité avec des outils à outils. On va suivre en fait la fabrication, qui fait quoi à n'importe quel moment. Donc en permanence, on a une vision, y compris sur mon PC. Moi, je peux voir sur le PC en fait les lignes qui bougent. Je vois les opérateurs qui bougent. Tout ça, c'est tracé parce que nos ateliers sont maillés avec des RFID et donc on a les déplacements de la matière, du personnel. Donc on a ce qu'on appelle un jumeau numérique en parallèle avec les flux physiques dont on parlait tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut faire en termes d'industriel pour optimiser et surtout faire disparaître un maximum de gaspillage. Est-ce que ça a été facile à mettre en place tout ça? Ça a été un travail de longue haleine. Les salariés aussi sont rentrés dans cette logique? C'est absolument pas difficile. Il faut simplement avoir la volonté de le faire. Il faut aussi, c'est un marathon, hein. C'est pas un sprint. Ok. Surtout les applications digitales. D'abord, le digital, ça n'est pas une fin en soi. On fait pas du digital pour du digital. Ça n'a aucun sens. Le digital, c'est simplement un outil pour aider les opérateurs et pour optimiser la fabrication. Je vois des hochements de tête. Vous êtes tous d'accord. Ok. Donc, il faut arrêter, je dirais, l'image de la start-up qui arrive avec une solution digitale. Non, ça ne marche pas. C'est simplement parce que les clients ont besoin d'une solution digitale, je dirais, en comparaison d'autres solutions. Ok. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de digital pour du digital. Ça marche pas, malheureusement. Et puis, effectivement, il faut prendre son temps. Donc, la traçabilité dont je parlais tout à l'heure de nos produits, la fabrication de A à Z. Donc, on stocke, pour vous donner un ordre d'idée, sur une chaudière, on stocke 200 paramètres d'assemblage. Et ces 200 données, on les stocke pendant 30 ans dans un serveur. Donc, si dans 30 ans, on me demande qu'est-ce qui s'est passé sur ce produit-là, en 2 minutes, je suis capable de dire exactement ce qui s'est passé. Et en fait, cette digitalisation, elle nous a pris 7 ans. D'accord ? Donc, on a démarré petitement et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on continue. Maintenant, on est en train de faire le lien physique, plutôt le lien virtuel avec nos fournisseurs. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de demander à nos fournisseurs de nous faire eux aussi la traçabilité des composants qu'ils nous envoient. Et on en utilise beaucoup. Hein. On reçoit tous les jours à peu près 500 000 euros de matière qui rentrent dans l'usine. Et puis, on est aussi en aval. On a demandé la traçabilité à nos clients pour pouvoir même suivre le produit jusqu'à son installation. D'accord ? Donc, c'est tout ce flux-là qui doit être numérisé, mais il n'y a pas d'urgence. Ça prendra le temps que ça prendra, mais de toute façon, c'est de l'amélioration continue et c'est une meilleure connaissance de tous nos processus et de notre fabrication. Ça rejoint ce que disait finalement Sandrine au départ, quoi. Avant de s'engager, il faut prendre son temps et analyser. Vous êtes d'accord ? Petit problème, ouais. Et toutes les industries que vous rencontrez sont prêtes à prendre ce temps ? Oui, alors pas toujours, parce qu'en fait, effectivement, quand on a des enjeux, en plus comme cette année, voilà, des particuliers, forcément, les enjeux sont à un moment détournés, bien évidemment, mais c'est un temps de gagner derrière, c'est-à-dire que
quand on met en route une démarche d'intégration de solutions, c'est sûr qu'il faut mieux s'assurer en amont qu'elle réponde à des vrais enjeux, parce que c'est des investissements aussi humains et économiques dès le départ. Donc effectivement, vaut mieux prendre un temps, ce qui est pas très long en soi. Une démarche déjà d'étude de besoin, sur un délai, ça peut prendre un mois. Oui, donc finalement c'est rapide. Et une phase, je dirais, une phase de diagnostic sur une période de 4 à 6 semaines, le temps de laisser aussi un petit peu maturer, et puis les équipes se mettre en route. Après, on est dans une démarche où on conçoit des scénarios de solutions, et nous on apporte vraiment des outils d'aide à la décision pour ça, pour les dirigeants, pour les responsables opérationnels. Voilà. Et puis après, la mise en œuvre, on sait mettre en œuvre après une solution avec déjà des effets au bout de 6 mois. Ce qu'il faut, c'est pouvoir mesurer. Et ça, je pense que c'est très important, et de pouvoir mesurer des victoires qui sont courtes finalement, et d'avoir des indicateurs qui montrent qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Eric parlait de gaspillage tout à l'heure, et effectivement, l'industrie, c'est aussi, nous on les accompagne dans cette démarche d'amélioration continue. Si on veut changer tout de suite, alors on mange une grosse baleine d'un coup. C'est compliqué. Je pense qu'il faut, pardon d'expression, mais il faut un petit peu découper tout ça, segmenter, puis se dire sur quoi on travaille et prioriser, quoi. Arnaud, on n'a pas encore parlé, mais vous êtes aussi un des fondateurs d'Atlantique. C'est quoi exactement Atlantique et c'est quoi son objectif ? Oui, c'est un projet qu'on a lancé avec 4 autres startups scale-up dans la région ouest. Déjà, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, nous on fait un jumeau numérique de l'énergie pour les industriels, pour reprendre l'expression de Monsieur Yvain. Et tout le monde n'a pas forcément besoin de ça tout de suite. C'est des choses quand même assez avancées. Mettre l'intelligence artificielle en temps réel dans l'usine, il y a déjà peut-être des jalons à franchir avant. Et nous, on a rencontré des industriels qui nous ont dit, écoutez, moi, j'ai une facture énorme, j'ai pas forcément eu le temps ou ni la maturité pour des raisons qui justifient de me lancer, et j'ai d'abord besoin d'installer des capteurs. Il faut que je numérise ces capteurs pour qu'ils soient connectés pour avoir un peu plus de temps réel. Et donc, on s'est retrouvé finalement dans une chaîne de valeur où nous, on est plutôt en aval, en analyse, pour ensuite éventuellement distribuer via des API et des outils connectés nos données à d'autres usages énergétiques comme le stockage ou l'effacement, et en amont des besoins matériels, de capteurs, d'IoT. Et donc, on a créé Atlantique dans le cadre de Smile. Donc, Smile, c'est, pour faire simple, c'est une association entre la Bretagne et les Pays de la Loire qui anime les réseaux électriques intelligents. Et en fait, on nous a proposé de rédiger le projet à l'époque Industrie du futur de ce projet Smile avec d'autres entreprises. Et donc, les 4 autres entreprises, donc il y a Akajoule, dont Monsieur Pomariaga a parlé, qui est basé à Saint-Nazaire, qui est un bureau d'études énergie et data sur les sujets industrie et d'autres périmètres. Il y a une société de capteurs à Lorient qui s'appelle NKE. Il y a une société qui travaille dans le stockage de l'énergie à Quimper qui s'appelle Entech. Et puis donc nous-mêmes, et enfin Enerdigit, une start-up à Rennes qui fait de l'effacement électrique sur le réseau, donc qui aide les industriels finalement à gagner de l'argent en ne consommant pas l'énergie quand elle est très chère. Voilà, pour faire simple. Et donc on s'est rendu compte que les industriels finalement avaient besoin d'un panel de solutions, du capteur en passant par le logiciel, en passant par des solutions stockage, effacement, flexibilité. Et souvent ce qu'on observe, c'est que il y a des enjeux techniques qui souvent contraignent l'adoption de ces technologies. Il y a la logique de propriété. Quand on achète un capteur, très souvent, on est très incité à prendre le logiciel qui va derrière avec le même constructeur, et on rentre dans des logiques captives qui peuvent être très contraignantes quand on a plusieurs sites industriels, plusieurs machines, d'âges différents, de marques différentes, de protocoles différents. Donc nous, on a conçu un projet qui met d'abord l'interopérabilité de la donnée au service du client d'abord. Et donc, quel que soit le matériel, le capteur de transmission de la donnée installé, on arrive aujourd'hui avec cette co-entreprise à la fois de technologie et de services à fournir systématiquement le résultat, à savoir les 5 à 15% d'économie d'énergie. Donc c'est une façon pour nous d'ouvrir vraiment la technologie et de la rendre plus accessible. Donc l'adoption est plus facile pour les industriels, et surtout de contrer ces logiques propriétaires pour vraiment laisser les systèmes ouverts, bien entendu sécurisés, mais ouverts pour l'intérêt du client. Et on constate que ça aide énormément les industriels de la région avec qui on travaille, justement pour bien progresser. Effectivement, comme le disait Madame, d'abord sur des petits périmètres où il y a déjà du gain, parce qu'il faut que ce soit un cercle vertueux qui entraîne les collaborateurs, et puis progressivement,
on complexifie l'architecture du projet. Et on a aujourd'hui, par exemple, un client d'Atlantique qui s'appelle SETI, qui est pas très loin d'ici, qui est à Machecou, donc fabricant de portes et de fenêtres industrielles, qui a plusieurs usines et qui aujourd'hui a quasiment la complète entre guillemets de nos services, parce que justement ça lui permet de progresser beaucoup plus vite que s'il les prenait un par un, ces projets. Voilà, donc c'est facilitant pour les entreprises d'une certaine taille. Merci. Éric Yvain, on a vu que Nicolas Pomariega était client d'Energency. Est-ce que vous aussi, vous avez fait appel au sein de votre groupe à des entités, idem que Energency, Divem, pour mettre en place tous ces process, etc., ou tout s'est fait en interne? En fait, vu la taille de notre groupe, on est 14 000 employés dans le monde. En fait, on a développé tout par nous-mêmes. C'est clair. Et donc, on a effectivement fait appel à des fournisseurs de capteurs, ce genre de choses, pour faire notre diagnostic. Mais en fait, on a fait l'analyse nous-mêmes. Et on en a déduit, je dirais, un certain nombre d'activités et d'actions sur l'ensemble des sites industriels pour aller dans le sens de, je dirais, de l'amélioration de la consommation énergétique. On a des objectifs groupes qui nous sont fixés. Donc tous les ans, hein, on a sur les 4 dernières années, on avait un objectif de réduction de 30% de nos consommations d'énergie. On vient d'avoir cette semaine des objectifs pour 2025, où on nous demande encore de réduire de 40% notre consommation d'énergie. Donc ce qu'on montre aussi que c'est une opération qui est sans fin. D'accord ? C'est pas un projet et puis après on tourne la page. Non, c'est sans fin. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans la durée. Un autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte, c'est pas tout de faire le diagnostic, c'est qu'après, il faut mettre des mesures pratiques de réduction d'énergie. Si on parle par exemple de l'isolation des bâtiments, on est passé nous par l'isolation des bâtiments, le remplacement de tous nos systèmes de chauffage en interne, le remplacement de tous les outils par des outils électriques au lieu d'outils pneumatiques. Il faut savoir que les outils pneumatiques sont des outils épouvantables en termes de consommation d'énergie. On fait tourner des compresseurs en permanence pour alimenter des fuites, principalement, des fuites d'air. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et même une entreprise en bonne santé ne peut pas se permettre de faire toutes ces transformations d'un coup. Donc il faut petit à petit, dans la durée, faire un plan de rénovation, de réhabilitation des bâtiments. Et donc il faut vraiment, que ce soit une volonté délibérée de chaque entreprise et de le planifier dans le temps. Et on peut effectivement, dans certains cas, faire appel, comme vous l'avez dit, à des entreprises extérieures pour une expertise particulière qu'on n'aurait pas. Il faut donc que les entreprises intègrent ça finalement dans leur bilan financier dès le départ, au début de l'année, quoi. C'est pas se lancer comme ça. C'est comme la responsabilité sociétale des entreprises. C'est inscrit dans les décisions d'une entreprise. Ok. On est un groupe familial, c'est un avantage, c'est qu'on peut planifier sur le long terme. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est planifié pour pas non plus mettre en danger la santé financière d'une entreprise. On va pas investir à tout va pour dire je suis une entreprise très très vertueuse en termes d'environnement, mais du coup j'ai plus rien sur mon PNL à la fin d'année, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Merci. Avant de passer aux questions du public, Arnaud ou Sandrine, il faut vraiment que les entreprises ne voient pas ça comme simplement un investissement financier, mais c'est un investissement financier forcément, mais il faut qu'elles voient ça sur le long terme, quoi. Oui, complètement. Alors, c'est une façon de revoir le business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'industrie, on rejette forcément l'industrie. Son rôle, c'est aussi de transformer et d'apporter de la valeur ajoutée pour ces marchés. Donc, forcément, on transforme, donc on rejette du déchet et ça fait partie du processus, je dirais. Par contre, moi, ce que j'invite à faire, c'est penser finalement en amont sur comment on va, à partir de ce qu'on produit, comment on va consommer et qu'est-ce qu'on va rejeter. Donc c'est un des enjeux importants. Je porte un projet qui consiste à développer une solution numérique en fait pour aider à traiter et revaloriser des chutes de production de matériaux.
Et effectivement, dans ce contexte-là, c'est notamment ce qu'on veut apporter, c'est aider à avoir une vision prévisionnelle en amont, je dirais, sur ces chutes de production pour pouvoir proposer des outils d'aide à la décision et sur comment revaloriser ces matériaux et mettre en place du coup des circuits logistiques pour permettre de dialoguer aussi, de faire dialoguer les industriels en interfilières. Voilà. Arnaud, vous êtes d'accord, quoi. Il faut que les entreprises voient pas simplement ça comme un coût financier, mais c'est pour leur survie aussi. C'est important. C'est clair que nous, en fait, on n'a jamais vu une usine où il n'y avait pas du potentiel d'économie d'énergie. La réalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Et en plus, on a la chance en ce moment, en termes de politique industrielle, d'avoir justement des outils. Il y a quand même des outils financiers pour inciter les industriels à se lancer sur des projets numériques. Il y a pas mal d'aides qui ont été annoncées, qui vont, je pense, se mettre en œuvre très prochainement pour justement donner un coup de pouce, inciter. Et du coup, un industriel qui cherche à démarrer ou qui cherche à s'améliorer parce qu'il a atteint un plateau peut forcément trouver, par exemple, dans les solutions qu'on a sur l'Atlantique ou dans d'autres, une réponse qui lui permet, avec un ROI raisonnable, de se lancer et de récupérer quand même assez vite un gain concret, sonnant et trébuchant, et ça, mine de rien, c'est indissociable. On peut pas faire de la RSE à perte, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur sur son périmètre. Ouais. Voilà, et ça, c'est évident qu'il faut que l'équation économique, elle se conjugue avec l'équation écologique, évidemment. Merci à tous les cas. Donc, on peut le faire, il faut le faire tout de suite, mais prendre quand même son temps et réfléchir avant de se lancer. Est-ce que dans la salle, justement, vous avez des questions à nos 4 intervenants? Tout a été clair, limpide? Allez-y. Il y a un parallèle qui est fait avec la collecte des données, leur stockage. Parce que, mine de rien, c'est vrai que je sais pas si c'est stocké en cloud ou autre chose, mais c'est vrai que faire une analyse constante, ça demande quand même une consommation d'énergie assez importante et voilà, faut peut-être faire un parallèle avec ça et le gain aussi réel. Ouais, bien sûr. Les petites rivières font les grands fleuves, donc effectivement chaque consommation compte. Pour donner les ordres de grandeur, nous on a par exemple des clients qui consomment jusqu'à 1 TWh, donc là on est de l'ordre de 100 millions d'euros par an et par usine. Donc la gamme de consommation elle est très large. Et quand on fait économiser ne serait-ce qu'1% sur ce périmètre-là, on est vraiment sur un facteur 1000 ou 10 000 par rapport aux consommations que nous on va générer. Donc là, clairement la balance, elle est indiscutablement du bon côté. En tout cas, on a la chance sur l'industrie. Ce qui est intéressant sur l'industrie, c'est que ça concentre peu d'acteurs et des grosses factures. C'est complètement différent d'un périmètre comme diffus, comme l'agriculture, le transport avec chacun de nos moyens de transport carbonés. Et donc justement, l'industrie peut radicalement avoir un impact très positif parce que justement, il y a cet effet d'opportunisme. La balance est très favorable. Du coup, grâce aux outils numériques, pour avoir de l'impact sur le climat. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas débat. Enfin, je suis peut-être pas le seul à avoir un avis là-dessus, mais c'est mon point de vue. Oui, puis pour rebondir là-dessus, la donnée de toute façon, elle est en plus déjà sur nos serveurs. Aujourd'hui, l'ensemble de nos installations sont supervisées pour pouvoir les mettre en service au bon moment et pour pouvoir avoir une bonne gestion de la température. Donc tous ces systèmes sont automatisés et alors pour répondre, elles sont sur nos serveurs et pas sur un cloud aussi. Parce que alors moi personnellement étant sur un site, une société travaillant pour le militaire, toutes nos données restent chez nous. Et c'est aussi la solution qu'on va choisir pour le monitoring et l'analyse de nos données. Ce sera une solution sur nos serveurs et pas sur le réseau. Ok, merci. D'autres questions? Merci. J'ai 2 questions. La première question, c'est est-ce que c'est quelque chose de généralisé, cette recherche d'optimisation et de digitalisation à toutes les entreprises, enfin, surtout le côté digitalisation et diminution de la consommation d'énergie. Et une question plus pour Eric Yvain, c'est est-ce que du coup j'ai compris que vous faisiez quasiment tout en interne. Du coup, vous êtes créé une expertise en interne sur tout ce qui était optimisation de la logistique et de la consommation.
Ça me fait la réponse. Hein. Attends. Donc la première question, c'était sur est-ce que toutes les industries le font? Je pense pas aujourd'hui honnêtement que toutes les industries le font, mais toutes les industries, je dirais surtout ces 2 dernières années, commencent vraiment à se poser la question. Il y a 2 ans, probablement qu'il y avait très très peu d'industriels qui se posaient la question, mais on parle tellement de la transition énergétique. Il y a une longueur de journée, il n'y a pas un journal télévisé, on ne parle pas de la transition énergétique, que effectivement des entrepreneurs responsables se posent la question de leur empreinte carbone, de ce qu'ils peuvent faire pour la planète. Donc, je pense que on est plein d'espoir. Il y aura de plus en plus d'industriels qui vont se poser la question, et puis même sous l'aspect économique, vu les factures qu'on paye au niveau énergie, à un certain moment, quand on économise, on vient buter sur cet aspect consommation d'énergie qui fait qu'on peut plus l'ignorer. Ok. Alors ensuite sur ce qui est fait chez Sonia Duval, effectivement, on a développé nos propres expertises. Donc on a une équipe centrale qui développe tous les outils digitaux au niveau du groupe. Une équipe aussi qui est dédiée au processus industriel, qu'ils soient digitaux ou non. Donc on a une 60aine de personnes en centrale en Allemagne qui réfléchissent à ces solutions. Et clairement, on a investi dans cette connaissance parce qu'on voulait pas devenir tributaire de fournisseurs extérieurs. Surtout, on voulait des solutions qui soient des solutions mondiales. Un des problèmes qu'on a avec le digital aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'initiatives locales, de solutions qui sont données par des startups locales. Mais nous, on veut pas une solution locale, on veut une solution qui s'applique instantanément. Quand je dis instantanément, c'est dans le mois qui suit. Une solution qui soit utilisable partout dans le monde, dans la langue native, ok, avec des gens qui vont être capables de comprendre le système, le réparer. Pourquoi? Parce qu'on veut que, en fait, toutes les usines collaborent. Aujourd'hui, on s'échange de l'activité d'une usine à une autre. Si effectivement on peut pas changer une activité parce que on n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes logiciels, etc., c'est un obstacle majeur. Donc, on parle beaucoup de collaboratif. Au niveau industriel, le collaboratif, c'est l'échange quasi parfait d'une usine à une autre. Donc, nous, on a des processus qui sont mis en place. On est capable de transférer la production en cas de pépin, on va dire, d'une usine à une autre en 3 semaines. Donc, en 3 semaines, on remet pas un système informatique d'équerre. C'est pas possible. Voilà. Donc, le seul moyen qu'on ait trouvé, malheureusement, c'est de développer notre propre solution et que cette solution, ça devienne un standard qui soit développé, qui soit utilisé par tous les sites. Oui, tout à fait. En fait, un autre exemple de projet d'optimisation, il est aussi sur des process. Par exemple, dans le secteur énergie, en fait, là, moi, j'ai accompagné un grand groupe qui gère les réseaux de distribution. Il s'appelle Enedis. J'ai accompagné la direction Bretagne et Pays de Loire dans l'optimisation de sa chaîne de traitement des programmations et interventions des techniciens. Donc, rien qu'en Bretagne, ça représente 245 000 interventions à l'année. En rajoutant en Pays de Loire, on est à plus de 500 000. Donc, c'est une grosse chaîne de traitement. Et effectivement, en plus, c'est une organisation qui est assez silotée. Et donc, oui, c'est effectivement une démarche. Les démarches d'optimisation se mettent en place parce que d'abord il y a une prise de conscience, je pense aussi, et puis il y a surtout des enjeux, des impacts forts dans l'énergie, donc des fournisseurs, on passe à 47 fournisseurs d'énergie aujourd'hui, donc forcément ça a une obligation aussi de revoir toute sa chaîne de traitement, mais d'où l'enjeu aussi de la traçabilité sur l'ensemble du process. Voilà. Nous, on est complètement alignés sur ce que présentait Monsieur Yvain. En fait, on a aujourd'hui, nous, pour le décrire, on travaille avec des leaders mondiaux dans plusieurs pays du monde, et c'est vrai qu'ils ont les mêmes contraintes. Il faut que le logiciel il fonctionne, quelle que soit la langue de l'utilisateur. Donc, on est multilingue. On travaille en Thaïlande, on travaille dans plusieurs pays en Europe. Et là, par exemple, on démarre en Allemagne.
qui pour nous est un des plus gros marchés industriels en Europe. Et ces enjeux, ils sont très clairs. C'est la scalabilité, l'architecture, la résilience. Effectivement, il faut que le système soit disponible en permanence parce qu'une usine souvent ne s'arrête jamais dans beaucoup de cas. Et donc on peut pas se permettre d'avoir un logiciel qui fonctionne à certains moments de l'année. Donc c'est des enjeux très forts de sécurité, de résilience, de cybersécurité, parce que la donnée c'est aussi ça a beaucoup de valeur aux yeux des industriels, comme je le disais. Et c'est vrai que on peut pas juste rester dans l'Ouest. Quand on conçoit ce genre de produit, il faut être global comme nos clients. Madame, vous aviez une question ? Merci déjà pour ces témoignages avec ces démarches inspirantes. On commence bien le vendredi matin. Moi, j'avais une question plus spécifique pour Monsieur Yvain. Vous parliez, vous étiez en flux tendu. Et de ce fait, je comprends que vous n'aviez pas perdu de vue votre PNL, mais est-ce qu'à la fin, vous êtes plus compétitif par rapport à vos concurrents, par rapport à des délais de livraison, etc., du fait de votre production ? J'aurais tendance à dire oui. Par contre, j'aurais pas d'éléments chiffrés pour je dirais le démontrer. Je dirais simplement que au moins en termes de compétition interne, compétition interne, j'ai effectivement les éléments. Donc je disais tout à l'heure, on a 9 établissements industriels dans le monde, donc 1 en France, 1 en Angleterre, 3 en Allemagne, 2 en Slovaquie, 1 en Turquie, 1 en Chine. Tous les mois, on s'étalonne avec exactement les mêmes critères entre nous. Donc, on a exactement les mêmes, je dirais, grilles d'interprétation des résultats. Donc, tous les mois, je connais ma performance industrielle vis-à-vis de mon collègue chinois, mes 2 collègues slovaques, turcs, etc. Ce qui fait la force d'un site comme le nôtre, c'est effectivement notre flux tendu et le fait, notre flexibilité vis-à-vis de nos clients. Nos clients aujourd'hui, nos clients privilégiés jusqu'à présent étaient l'Europe du Sud-Ouest pour Nantes, France, Espagne, Italie, Benelux. Okay. Aujourd'hui, on est en train de glisser vers l'Est puisque notre deuxième client maintenant, ça devient l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans de cela. Aujourd'hui, ce que nos clients apprécient, c'est effectivement notre temps de réaction. Et je vais donner pour ça juste un exemple. Je dirais en termes de traitement de la donnée. On travaille notre plan de production. Notre plan de production, il est révisé 3 fois par semaine. Donc, tous les 2 jours, on change notre plan de production. Donc, aujourd'hui, on va calculer le plan de production de mardi. D'ailleurs, non, c'est même lundi, puisque on travaille maintenant aussi tous les week-ends, pour rejoindre ce qu'on disait. Nous, on travaille jour et nuit, en 3/8, 7 jours sur 7. Okay. Donc là, on a besoin d'outils informatiques extrêmement performants, de maintenance informatique. Donc, nos fournisseurs de logiciels, on leur demande du présentiel pendant les week-ends. Parce qu'on ne va pas arrêter la production pendant le week-end parce que il n'y a pas une hotline pour répondre à notre problème. Et en plus, dans notre langue. C'est-à-dire que l'opérateur, il peut être amené à discuter directement avec un informaticien pour lui dire quel est le problème sur la ligne. On voit notre plan de production 3 fois par semaine. C'est-à-dire que nos clients, jusqu'à ce soir, ils ont encore la possibilité de changer le programme de production de mardi prochain. Je vous rassure, pas sur mais sur ce qu'on appelle le mixte. Ils peuvent nous dire, écoute, je veux moins de produits A, mais je veux plus de produits B. Donc c'est ça aujourd'hui que nos clients achètent. Ils achètent cette flexibilité-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci à tous les 4. Merci Nicolas, merci Arnaud, merci Sandrine et merci Eric.